si vous voulez bien, je vais quand même, dans un premier temps, présenter un petit peu les dossiers que je gère, parce qu'en effet, je suis directeur pédagogique de l'Alliance française de Buenos Aires, chargé également, bien sûr, du réseau d'Alliance française d'Argentine. Alors, dans ce cadre, je m'occupe plus particulièrement du Centre national des examens et également des autres certifications internationales. Je me charge du programme de professionnalisation des personnels de l'Alliance française et puis de nos collèges affiliés à l'Alliance française de Buenos Aires. Nous avons 42 collèges qui travaillent en collaboration avec nous. Alors c'est un cas un petit peu particulier. Je gère également, en lien avec l'Institut français d'Argentine et son service de coopération universitaire, éducative et linguistique, des dossiers, et en particulier un dossier qui s'appelle le plan de formation continue des professeurs de français d'Argentine. Donc c'est un plan annuel qui est construit avec des partenaires locaux, acteurs, je dirais, de l'enseignement, apprentissage du français. Donc les alliances françaises, les associations de professeurs de français, les départements universitaires. On appelle cela donc des groupes régionaux de réflexion, et ce sont eux qui déterminent un peu les projets de formation de manière annuelle. Donc il y a 10 bourses d'études en France, il y a 15 projets en moyenne de formation animés par des experts formateurs qui résident en Argentine, et puis il y a 5 missions d'experts venant de France. Alors, je me charge également de la mise en place de bourses d'études du français sur place en Argentine. Ce sont des bourses qui sont données par les services de la coopération française, donc défense, sécurité, et donc les programmes universitaires d'échange ou de mobilité. Voilà ce qui explique un peu le fait que j'intervienne aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, je voulais d'abord passer quand même par une phase de remerciement, parce que je n'aurais pas été en mesure de m'exprimer aujourd'hui si je n'avais pas reçu l'appui des personnes de l'ensemble de l'Argentine. Alors, je vais vous présenter maintenant, rapidement une carte de l'Argentine qui vous permettra de resituer un tout petit peu les choses. Je remercie des personnes comme Estela Clet de l'Université de Buenos Aires. Vous situez bien Buenos Aires, j'imagine, au bord du Rio de la Plata. Au nord, vous avez l'Uruguay. Je remercie Marcela Fernandez de l'Université de Rosario. Rosario, c'est en allant un tout petit peu plus vers le nord-ouest, mais encore d'une manière proche de Buenos Aires. Je remercie également Ana Maria Gentile, Maria Silvina Vega, Fabiana Viguer de l'Université de La Plata. Là, on est toujours dans le secteur de Buenos Aires. Je remercie Nélida Sivaldi de l'Université de Tucumán. Alors là, il faut que vous regardiez la carte et que vous alliez dans les Andes, vers le nord-ouest, c'est-à-dire à proximité de la Bolivie. Je remercie également Alicia Tisra de l'Université de Salta. Alors, je vais terminer parce que sans la carte, en effet, ça va apparaître un peu trop comme des litanies. Je vais remercier aussi Elisabeth Biglione, Sylvia Clément, Lydia Meurer, Patricia de Triron, Anna Maria Uvel, Delia Dehesa, Sabine Couder, Adriana Daventure, et puis les directeurs aussi des différentes alliances, et notamment Mendoza, Rosario, et puis Cordoba. J'aurais voulu que vous mesuriez par là les dimensions, c'est-à-dire, vous connaissez l'Argentine? Très bien. Alors, je voulais juste rappeler que l'Argentine est un pays qui est grand comme 5 fois la France, très allongé, et qui compte un peu plus de 40 millions d'habitants. 23 provinces, et qui sont autonomes, puisque il s'agit d'une république fédérale, et puis la ville de Buenos Aires qui est elle-même en autonomie. Alors, j'ai souhaité, rappeler cela parce que cela joue beaucoup quant à
je dirais, la situation du français à l'intérieur du pays. On va parler évidemment de l'enseignement du français dans les universités et dans le supérieur d'une manière générale, mais on ne peut pas ne pas parler de l'enseignement du français dans le primaire et dans le secondaire, parce qu'il a évidemment beaucoup évolué ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Alors d'une part, il est difficile d'avoir une vision complète, on est plutôt face à une mosaïque, parce que ces 23 provinces, plus ou moins éloignées, ont chacune une politique différente, donc il n'y a pas vraiment d'unité quant aux choix qui sont faits sur le statut de la langue française dans les établissements scolaires. Alors, jusqu'en 1943, le français occupait une place privilégiée dans l'enseignement des langues étrangères. Au XIXe siècle, c'était même une langue obligatoire, alors que l'anglais et l'allemand étaient optionnels. Et dans les collèges nationaux, l'apprentissage du français devait être complété par l'anglais ou encore par l'italien. À partir de 1965, l'anglais commence à prendre plus d'importance et on le voit s'imposer dès 1988 lorsqu'il est décidé d'enseigner une seule langue dans le secondaire. Et donc c'est l'anglais qui sera choisi massivement par les directeurs d'établissement. Un chercheur, Roberto Bain, rappelle qu'il convient quand même de nuancer l'ensemble et de préciser que jusqu'en 1993, seule l'école primaire était obligatoire et que le taux de scolarisation dans le secondaire était de 42,2%, alors qu'il était de 71% en 2001. Donc, des nuances à apporter par rapport aux chiffres. En 1993 a eu lieu le transfert aux provinces de la gestion et de la réglementation de l'éducation, et donc la nouvelle modalité, celle de l'enseignement obligatoire d'une seule langue, comme je le disais, qui a renforcé l'apprentissage de l'anglais, et une situation qui s'est d'ailleurs accentuée au moment de la crise, la crise que vous avez certainement connue, de 2001. Alors, en même temps, à partir de cette période, l'enseignement privé s'est fortement développé. Une nouvelle loi est sortie en 2006. Alors cette nouvelle loi est basée sur des principes tels que l'équité, l'intégration, la qualité, la construction d'une identité ouverte et respectueuse de la diversité. L'enseignement des langues étrangères, dans ce cadre, est intégré aux autres savoirs dans une perspective interculturelle et plurilingue. Alors, on ne sait pas encore exactement maintenant quel est l'impact, je dirais, des changements ou des conséquences, je dirais, de l'application de cette loi. Toujours est-il que des constats ont été faits entre 2008 et 2011, et ces éléments nous ont été transmis par la responsable au ministère national des langues. Alors, dans le primaire, l'anglais est enseigné à 98%, le français à moins d'1%. L'offre de langues étrangères est liée à la demande locale, c'est-à-dire que curieusement, en Patagonie, on demande davantage, ou on donne beaucoup plus d'importance à l'anglais. Le français, par contre, a conservé une position tout à fait honorable dans le nord-ouest argentin. Le portugais, lui, a une place privilégiée dans le nord-est de l'Argentine. Et l'italien, plutôt dans le centre du pays. Autre constat, la ville de Buenos Aires, évidemment, qui, de par sa taille et la tradition, offre davantage de langues que le reste du pays. Là, il y a une offre beaucoup plus diversifiée. Autre point important, dans la formation des professeurs, beaucoup d'étudiants abandonnent le professorat en cours de route. Autre élément, peu de professeurs de français, donc, sortent diplômés, c'en est la conséquence, par exemple, en 2011, mais pas la seule, ça veut dire qu'il y a aussi pas vraiment beaucoup d'inscrits au départ. En 2011, il n'y a eu que 35 nouveaux professeurs au niveau de l'ensemble du pays. Et d'une manière générale, parce que ça ne concerne pas seulement le français, 30 à 70% des professeurs sont non diplômés.
Voilà, c'était un passage par, comment dire, le primaire et le secondaire qui est important parce que il faut bien se rendre compte maintenant que les étudiants donc qui commencent leur cycle supérieur n'ont pas eu forcément de formation en langue française, alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on pouvait penser en effet que davantage d'étudiants avaient déjà eu un contact avec la langue. Alors, en ce qui concerne l'enseignement du français dans le supérieur, je vais faire référence à 4 articles qui, comment dire, sont ou des mines d'informations et de réflexion. 2 écrits par Estelle Aclette, un article qui avait été publié dans la revue Ella, le numéro 48, un autre présenté lors des 15e CEDIFRAL, le congrès des professeurs et chercheurs d'Amérique latine, et qui avait eu lieu à Rosario en Argentine en 2010. Un article écrit par Nélida Sivaldi, professeure à l'université de Tucumán, et un article écrit par Marcela Fernandez, professeure donc de l'université nationale de Rosario, et coécrit, je dirais, avec Elda Dagnino, également professeur à l'université de Rosario, qui avait été publié dans la revue Synergie Mexique numéro 2 en 2012. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, me semble-t-il, la formation dans le supérieur est assurée par des universités publiques ou privées, mais aussi, pas seulement par des universités, également par des instituts supérieurs, à leur tour, également publics ou privés. En fait, je ne l'ai pas évoqué parce qu'on aurait dû le voir sur une des diapositives qui présentait la répartition des universités sur le territoire. Donc, à ce sujet, Marcela Fernandez Elda Danigno précise que dans certains cas, les domaines de formation de chacun d'eux sont indépendants de leur statut institutionnel. Par exemple, la formation des professeurs de français est assurée dans certaines provinces par des universités et dans d'autres par des instituts supérieurs de formation d'enseignants. Elle souligne que le même phénomène se produit dans d'autres filières, comme par exemple le tourisme, l'hôtellerie ou la gestion. Dans le cadre de l'enquête qu'elles ont menée en 2011 et qui a servi de base pour l'article qu'elles ont écrit donc en 2012, elles retiennent le chiffre de 47 universités publiques et 46 universités privées en Argentine. De ces 47 universités publiques, elles en ont identifié 32 qui exigent au moins, dans une de leurs filières, des connaissances de français. Alors, l'enseignement du français dans ces filières, je vais passer là à, un passage d'un des articles d'Estelle Aclette que je vais vous lire parce que, pour moi, c'est tellement bien écrit que je ne me voyais pas reprendre cela. Donc, l'approche dominante adoptée par les enseignants est la lecture-compréhension. Je lis. Dans le cadre d'études non générales, l'aspect qui s'est mieux développé chez nous, c'est la lecture-compréhension. Comme il est bien connu, vers les années 50 ou 60, dans différentes unités académiques du pays, on a introduit des épreuves de lecture-traduction en langues étrangères dans les plans d'études des différents cursus humanistiques. Il s'agissait de répondre à une demande des enseignants qui avaient perçu l'intérêt pour les apprenants de comprendre le matériel bibliographique étranger indispensable à leur formation. Envisager la lecture-compréhension en langue étrangère en tant que capacité séparée a été un choix méthodologique pionnier, car l'enseignement partiel, une seule capacité, n'était pas de mise à l'époque. À partir des concepts exposés, qu'elle avait exposés auparavant dans son article, on serait tenté d'inclure la lecture-compréhension, contexte argentin, dans le français de spécialité plutôt que dans le FOS. En effet, la proposition d'un cours de lecture en français à des futurs philosophes, anthropologues ou documentalistes se fait tous les semestres avec un programme qui, retouché périodiquement, garde une structure assez stable. Il s'agit donc, en termes de parpette, d'une offre, non pas d'une demande. Pourtant, si nous considérons d'autres aspects, la lecture-compréhension et le FOS se confondent. Dans les deux cas, le nombre d'heures destinées à l'apprentissage est réduit, 150 heures pour la lecture. Quant au public, il n'est pas général, il est clairement identifié et déjà professionnalisé. Elle précise, nos apprenants suivent les cours de lecture plutôt en fin de cursus. Pour les objectifs, ils sont bien ciblés, lire des textes,
et cherche à insérer pleinement les élèves dans leur vie socio-professionnelle. Un dernier aspect qui rapproche les cours de FOSS et ceux de lecture, c'est que les enseignants ne peuvent pas se servir des ressources habituellement utilisées. Les manuels dits spécifiques, français médical, juridique, etc., restent trop généraux et ne fournissent pas les savoir-faire langagiers pertinents. L'enseignant devient obligatoirement le concepteur de son cours. Dans d'autres domaines, un enseignement spécifique se développe également en Argentine, qu'il s'agisse du FOSS au singulier et au pluriel, des cours pour speakers et speakerines, pour spécialistes en vitiviniculture, pour standardistes, pour des cosmétologues ou des coiffeurs, pour des femmes de chambre et des groupes dans des hôtels, pour le design dans le textile. Voilà des branches exploitées chez nous, sans oublier l'essor incroyable des formations en gastronomie et en tourisme. Il va de soi que cette liste n'est point exhaustive. Voilà, je tenais à lire ce passage parce que c'est une présentation, à mon sens, qui cadre bien dans ce que je souhaite dire aujourd'hui et les questions que je souhaite également poser et qui permet d'avoir une vision relativement, j'allais dire même plus que relativement, une vision claire en relativement peu de temps. Voici à présent, dans les grandes lignes, les enseignements que Marcela Fernandez et Elda Dagnino retiennent de l'enquête qu'elles ont conduite en 2011. Le français est essentiellement proposé dans les filières universitaires des sciences humaines et sociales. Les 3/4 des cours de français assurés dans les instituts supérieurs concernent le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Les autres formations minoritaires sont, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure en citant Estelle Aclette, celles du design de mode ou encore du chant lyrique, de la formation de bibliothécaire, etc. Les formations se déroulent sur 2 ans. Cela peut varier de 56 heures à 110 heures par an, selon le cas pour les universités. Par contre, dans les instituts supérieurs de formation professionnelle, ce sont c'est moins de 55 heures. Seuls 15% des cours sont intensifs, 6 heures ou plus par semaine. 80% des cours s'adressent à des débutants. 9% sont de niveau intermédiaire. À l'université, plus de 90% visent la compréhension écrite. 50% désignés comme compréhension écrite pure et 50% compréhension écrite et un peu de compréhension orale. Moins de 10% des cours en université ne sont orientés que vers la compréhension orale. Dans les instituts supérieurs de formation professionnelle, seulement 30% des cours ne s'intéressent qu'à la compréhension écrite. Les approches, 60% des collègues enseignants en université ayant répondu à l'enquête qui permet d'obtenir toutes ces données, pratiquent la lectocompréhension, donc la compétence visée et la compréhension écrite, une approche globale des textes. Selon l'enquête, les 2/3 des enseignants travaillant dans un institut supérieur choisissent l'approche actionnelle seule, 50%, ou en lien avec l'approche communicative, 20%. Les auteurs concluent de cette étude qu'il y a 3 grandes lignes dans les pratiques de FOSS. Un courant de lectocompréhension, un autre proche du français de spécialité et un troisième plus étroitement axé sur l'analyse des besoins professionnels. La ligne lectocompréhension, correspond à la lecture des écrits universitaires. La ligne proche du français de spécialité correspond davantage aux cours donnés dans les formations en tourisme, hôtellerie et gastronomie. La ligne analyse des besoins professionnels correspond davantage aux formations liées aux professions du type vitiviniculture, chant lyrique, relations internationales, etc. Les auteurs expliquent que les professeurs disent qu'ils enseignent du FOSS, certainement du fait qu'ils sont tenus de concevoir entièrement le cours, même, disent-elles, je cite, si les caractéristiques généralement attribuées au cours de FOSS, construit sur demande, court, intensif, destiné à un public qui n'est pas débutant, ne sont pas présentes dans la majorité des cours qui ont été décrits là dans l'enquête. J'ai moi-même procédé à un rapide sondage, très rapide, auprès des professeurs, que j'ai remerciés en début d'intervention, et j'ai noté les points suivants qui viennent compléter les éléments déjà cités.
Parfois les contenus sont variés, car les classes sont hétérogènes dans le sens où elles réunissent des étudiants de filières différentes. Histoire, géographie, psychologie, philosophie, sciences de l'éducation, sciences de la communication. Dans certaines universités, le français est en recul. Le français, qui a été souvent en deuxième place après l'anglais, est passé derrière l'italien. Selon nos collègues, l'ambassade d'Italie fait une grande promotion des bourses d'études qu'elle offre. Alors, après, disons, cette présentation générale, et là, une fois de plus, que je n'aurais pu faire sans l'aide évidemment des collègues en poste, des collègues qui travaillent dans le supérieur, je vais m'intéresser davantage à la mobilité des étudiants argentins et la mobilité vers la France. Le nombre d'étudiants suivant des études universitaires en France est aux environs de 800, peut-être un peu supérieur. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je peux vous donner comme élément ceux de la période 2006-2011, où on est passé de 655 à 699 étudiants, soit une augmentation de presque 6,7%. Il semblerait qu'il y ait là une augmentation même donc depuis l'année 2011. Les étudiants qui souhaitent faire un master en France sont généralement ceux qui ont le niveau le plus élevé, A2-B1 ou B1, quand je parle du niveau le plus élevé, car ils se sont préparés assez tôt à un séjour. Ceux qui souhaitent suivre une licence en France sont peu nombreux, c'est à peine une dizaine. De nombreux échanges ont lieu entre universités françaises et argentines. Il y a un peu moins de 1000 étudiants français en Argentine. Et les étudiants argentins qui vont suivre des études vont parfois suivre un programme en anglais. Évidemment, ils n'expriment pas les mêmes besoins que ceux qui vont suivre un programme en français. Alors, au sein de cette mobilité, il y a des programmes de bourse, deux programmes notamment Arfitec et Beccar, qui sont venus compléter des programmes plus anciens. Et un nouveau programme devrait être lancé en 2015. Ces programmes les plus récents concernent avant tout des élèves ingénieurs. À l'Alliance française, nous connaissons plus particulièrement les boursiers du programme Arfitec, car nombre d'entre eux bénéficient d'un appui de l'ambassade de France pour suivre un module de 36 heures de cours de français avant leur départ. Donc, je vais m'intéresser un petit peu plus particulièrement à ce programme qui fait partie justement des éléments qui nous poussent à nous interroger sur l'enseignement du français aux étudiants. Alors, français sur objectif universitaire, ça c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre, je crois, de suite. Le programme Arfitec est un programme qui a démarré, sauf erreur de ma part, en 2010. Un accord avait été signé 2 ans plus tôt entre la France et l'Argentine. Et dès la première promotion de 2010, l'ambassade de France a décidé donc de donner un appui, de payer 36 heures de cours aux boursiers avant leur départ. Il faut dire que le processus même de dépôt du dossier, sélection et départ est relativement rapide. Problème à partir de 2013. Le programme connaissant un grand succès, je crois qu'il est passé d'une trentaine d'étudiants lors de la première promotion à 119 étudiants en 2013. Évidemment, le nombre de boursiers augmente, mais les crédits accordés à la formation en français, où c'est 36 heures, n'ont pas augmenté. Donc il a fallu faire une sélection au sein des boursiers, et il a été décidé de leur faire passer un test de placement-positionnement dans les alliances françaises de la ville où se trouve leur université, pour connaître leur niveau et décider à partir de là du choix des
dire, des heureux élus qui allaient recevoir cette bourse. Alors, je ne vais pas pouvoir, puisque les images ne passent pas, je n'avais pas beaucoup d'images en fait, juste au début pour vous présenter un peu la répartition des universités, et puis là à la fin ces tableaux de statistiques, mais je vais vous les commenter. Le fait de leur faire passer un test de niveau à tous nous permet d'avoir des éléments objectifs. Alors, il faut cependant nuancer, tous les boursiers ne se présentent pas au test. Donc, dans les éléments que je vais vous donner, les pourcentages que je vais vous donner, il y a les niveaux, la répartition des niveaux de ceux qui se sont présentés au test, et puis de l'ensemble des étudiants, c'est-à-dire le niveau de ceux qui sont présentés, plus un niveau qu'ils se sont donné, alors il ne faudrait pas, je crois, parler d'auto-évaluation, un niveau qu'ils ont estimé, parce qu'on leur posait cette question-là aussi lorsqu'ils, déposaient leur dossier. Alors, pour certains, on peut être sûr du niveau parce qu'ils disent qu'ils ont un DELF B1, par exemple. Pour d'autres, on peut le vérifier parce qu'ils sont inscrits, par exemple, à l'Alliance. Mais il y en a certains, en effet, cela peut rester approximatif. Alors voilà les résultats obtenus. En 2013, sur les 92 candidats qui se sont présentés dans une alliance française pour passer le test, 54% étaient placés en A1. Les trois quarts comme débutants complets. 25% en A2, 15% en B1, 4% en B2 et 1% en C1. Toujours en 2013, en intégrant les candidats qui n'étaient pas venus passer un test, mais en prenant en compte leur auto-évaluation ou leur estimation personnelle, enfin des fois quand même certifiée, on arrive sur 119 boursiers au résultat suivant, 58% en A1, 20% en A2, 14% en B1, 4% en B2, 3% en C1 et 1% de bilingues. Dans les deux cas, finalement, les répartitions sont très proches. On verra quand même donc 58% à A1 et 20% à A2, ce qui montre que le niveau de langue n'est pas très élevé. En 2014, il y a eu moins de candidats, 58 se sont présentés à l'Alliance, 33% étaient placés en niveau 1, 34% en A2, 24% en B1, 9% en B2, 1% en C1. Et sur l'ensemble des 92 candidats, 33% à 1, 28% à 2, 25% B1, 7% B2. Alors, on se dit peut-être que on voit que le nombre de candidats A1 ayant le niveau A1 est moins important. Il y a deux solutions, ou ils n'ont pas déposé de dossier, parce que cette année, il y a eu moins de dossiers que l'année passée, ou alors, les gens, en effet, commencent à prendre conscience qu'il faut se former assez tôt, mais ça, on le sait, parce qu'on a certains témoignages venant de collègues directeurs ou directrices d'Alliance française qui, évidemment, arrivent tout de suite à identifier ces étudiants. Alors, suite déjà aux résultats de 2013, on s'était dit il faut faire quelque chose, parce que même si ces chiffres on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Il y a 100 personnes à l'intérieur d'un programme, c'est très important. On ne peut pas ne pas aider ces gens à se préparer dans leur séjour. Donc on s'est dit, il va falloir que l'on fasse en effet quelque chose au niveau de l'enseignement du français dans le supérieur pour préparer les étudiants à ces déplacements, à leur mobilité, et essayer de faire en sorte qu'elle soit réussie. On a partagé cela avec les responsables également des relations internationales de certaines universités. D'ailleurs, certaines universités ont commencé à passer avec des alliances françaises des accords pour que leurs étudiants aient des tarifs plus avantageux et qu'ils puissent se préparer assez tôt. Parce qu'on sait quand même, en effet, qu'il y a des cas où cela se passe mal. Le séjour en France peut se révéler une catastrophe. Heureusement, ce n'est pas
Les ne sont pas très nombreux, mais quand même. Et donc certaines universités, c'est le cas aussi à Rosario, où des universités ont mis en place des accords avec l'Alliance pour que les étudiants se préparent à des départs et se préparent à leur mobilité. Un projet est né à l'Alliance française de San Rafael, un projet qu'ils ont baptisé Programme Fou. Et donc c'est une ville moyenne, San Rafael, dans laquelle se trouvent quand même 2 universités publiques et une privée, ainsi que des instituts de formation supérieure. Il est vrai que le projet a démarré aussi suite à l'invitation qui avait été faite à la représentation locale de Campus France, et je profite de ce moment pour remercier aussi les collègues de Campus France et de l'Institut français d'Argentine, parce que après leur passage, après avoir sensibilisé les élèves, il y a eu en effet, de la part de beaucoup d'étudiants, une manifestation, la manifestation d'un désir de préparer un séjour en France. Alors, évidemment, il s'agit d'un projet, et c'est là que nous commençons à crier au secours, et qu'on va dire à l'Université de Grenoble, aidez-nous. C'est-à-dire que les questions sont nombreuses. On se retrouve, vous l'aurez bien compris, avec des étudiants niveau A1, débutants complets, c'est-à-dire dans 6 mois, 12 mois, ils partent, et donc ils n'ont pas de connaissance de la langue, je dirais, de français général. Ils ne connaissent peut-être pas bien les habitudes culturelles, évidemment, de la France. Ils auront beaucoup à apprendre pour se débrouiller en France. Et puis, ils auront également à suivre des cours et puis à rendre des travaux. Donc, cela devient compliqué. Comment faire? Que proposer? Le projet de cours, si vous voulez, qui va être expérimenté, c'est un cours hybride, présentiel, distance. Nous nous posons des questions pour essayer de faire en sorte de proposer un autre cours complètement à distance pour motiver les étudiants dès qu'ils entrent à l'université, qu'ils aient en tête ou non un projet de mobilité, mais ça semble important. Alors, la conclusion, vous aurez compris que au niveau des universités et des instituts, au niveau du supérieur en Argentine, il y a un contrat rempli, je dirais, auprès des étudiants des filières des universités par la lecture-compréhension. D'accord? Ceci dit, il y a des questions de plus en plus nombreuses parce qu'il n'y a plus que l'écrit. Avec le développement d'Internet, les documents à l'oral, audiovisuels, etc. sont de plus en plus nombreux et disponibles, même si on est de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment. Et puis, il y a aussi de plus en plus de programmes de mobilité, ce qui oblige à élargir les champs de compétences. Pour nous, cela suppose que l'étudiant soit sensibilisé très tôt et puisse se préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc, d'où l'idée de reprendre cette idée de programme proposée par, je disais l'Alliance de San Rafael et qui travaille avec le groupe de réflexion de la région de Mendoza, essayer de dire qu'est-ce que l'on peut proposer d'une manière générale et même à la dimension du pays qui permettra de naviguer ou voyager sur le net francophone, ça aussi c'est une mobilité, de préparer un séjour en France, d'étudier en France. Alors je m'arrêterai là parce qu'en fait, ce sont les questions. Je termine sur beaucoup de questions. Il me semble que nous avons à proposer en effet un programme très vaste parce que le besoin en formation est très grand. Je m'arrêterai là, je vous remercie beaucoup.